Le Caire, en Égypte. Pour les touristes, cette mégalopole de 18 millions d'habitants est parfois déconcertante. Ce jour-là, Marité et son amie Anne vont en faire l'expérience. Pour ces Françaises, toutes les deux retraitées, c'est le premier séjour au Caire. Aujourd'hui, elles ont décidé d'explorer seules la ville. Pour elles, les ennuis commencent dès le premier contact avec le chauffeur de taxi. Parc El Azhar. Le parc. Le parc. En dessous, dans le parc. Le jardin. Garden. El Azhar Garden. Azhar, citadelle. Notre citadelle. Garden. Difficile de se faire comprendre, plus encore de marchander. Combien? Euros. Non, livre égyptienne. Pounds. 40. Oh là là, c'est l'arnaque ça. Oh non, it's too much. How much? 20. 30, okay. Comment? 30. Non, 20 is the price. 20, 20, ok. Quelques minutes plus tard, Marité et Anne commencent à s'inquiéter. Le chauffeur semble avoir pris la mauvaise direction. C'est par là. Où est-ce qu'il nous emmène? Il n'a pas compris encore. Elle voulait visiter un parc, le taxi s'arrête devant une mosquée. Not the mosquée. Pas la mosquée. No mosquée. No mosquée. Garden. Le jardin. Garden. Bazar. Non, bazar. Non, No no bazar. bazar. Parc. Garden. Flowers. Comment on dit jardin? Jardin, La c'est- communication ne passe pas, le chauffeur appelle un ami pour jouer les traducteurs. ونبغى عمر شوف الزبائن دي رايحه فين معلش. هي يعني. Hello. Good morning. We want to go to the garden. El Azhar. Not the mosque. The garden. عمر. Cette fois, le chauffeur a compris. عند الجنينه. اوكي. Mais maintenant, il veut faire monter les enchères. Oui. اوكي. بس نو 20. 40. نو 20. bah non. اوه ماي جاي c'est كيلومتر. là. نو هنا. Si. اوكي نو بروبلم. Mais c'est pas si loin que ça. Non, mais ça y est, il a dit ok. Bon, d'accord. Le chauffeur fait mine d'acquiescer. Ça y est. Ben voilà qui sourit. Al-Azhar. Mais arrivé à destination, il tente à nouveau sa chance. Enfin non, je parlais anglais, tu vois. نو 20. نو 20. نو Si, oui, c'est 20 combien? Eh, نو 20. c'était 20 for the park. نو ouais. نو 20. 50. Non, 50? No. No. 1 kilometer more. اوكي Mosquée. نو بروبلم. 40. 40. نو Non, جروبي. no. On a dit 20, c'est 20. Tu lui donnes son machin, tu descends et c'est tout, c'est bon. Vous êtes dur en affaires. Il n'y a pas de raison, c'était d'accord, on a fait 500 mètres de plus. Il faut pas exagérer quand même. Non, moi je veux pas. Je suis pas marqué couillon là. Les pyramides, le souk du Caire, ou encore la vallée du Nil et ses temples millénaires. L'Égypte, c'est le charme des vieilles pierres et la saveur de l'Orient. À 4 heures d'avion de Paris, le pays est devenu une des destinations stars du tourisme de masse. En 2008, 11 millions d'étrangers sont venus découvrir l'Égypte, dont plus de 500 000 Français. Mais derrière la carte postale se cache une autre réalité. Bateaux vétustes, cabines sales ou encore guide vénal. Sur le Nil, Marc, un spécialiste du tourisme, teste les croisières. La produit d'accueil, là je constate qu'il y a un savon déjà ouvert. Il traque toutes les arnaques. Un service vétérinaire en France ferait fermer le restaurant probablement. Au Caire, au pied des pyramides, Nadia, 12 ans, vend des souvenirs pour survivre. Des cartes? Non merci, va-t'en maintenant. Mais entre ces petits concurrents agressifs et les rondes de la police, pas facile de faire du business. Quand on voit les policiers, on prend la fuite, car quand ils nous attrapent, ils nous embarquent.
Des policiers omniprésents sur tous les sites touristiques. Ce qu'ils redoutent, ce sont les attentats qui ciblent les étrangers. Depuis 20 ans, le terrorisme a tué plus de 200 personnes en Égypte. Tout lieu qui pourrait être ciblé par le terrorisme est fortement protégé. Enfin, il y a ceux que l'on cache au regard des voyageurs. Les chiffonniers comme Sahaba. Elles trient les poubelles du Caire pour rendre la ville présentable. Mais à quel prix? C'est très dur comme travail. Regarde mes mains comme elles sont abîmées. Tout est pourri, c'est sale. Il y a même des produits dangereux. Alors quel est l'envers du décor de cette industrie du tourisme qui fait vivre tout un pays? Paris, 4 h du matin. Mark Watkins est en partance pour l'Égypte. Il ne s'y rend pas pour les vacances, mais pour tester une croisière sur le Nil. Mark est un expert spécialisé dans le tourisme et régulièrement il joue aux clients mystères pour le compte de grands groupes hôteliers. Aujourd'hui, il s'apprête à tester une croisière de 7 jours. Il l'a trouvée parmi des dizaines d'offres qui circulent tous les jours sur Internet à des prix très attractifs. Mark a choisi un voyage sur le Nil à 339 €, vol compris, et en pension complète. Sur le papier, la croisière a l'air plutôt attrayante. Piscine sur le pont supérieur, vue sur le Nil depuis la cabine. Les photos sont prometteuses. Sur place, je vais de toute façon vérifier au départ tout ce qui saute à l'œil, la propreté, comment on traite les gens, comment on traite les touristes, s'ils sont bien accueillis, si on se sent le bienvenu, ça c'est très important. Et puis après, tout le reste, ça va être la conformité avec le programme, voir s'il n'y a pas de changement injustifié, si on n'a pas exagéré, survendu le voyage. Atterrissage à Luxor, à 700 km au sud du Caire, la deuxième ville la plus visitée d'Égypte, le point de départ de toutes les croisières sur le Nil. Bonjour, vous êtes bienvenue à Luxor. Oui. Avant de rejoindre sa croisière bon marché, Mark a souhaité se faire plaisir. Visiter l'un des bateaux les plus luxueux qui naviguent sur le Nil, l'Oberoi Zahara, un palace flottant propriété d'un grand groupe hôtelier indien. Hello, thank you. Thank you very much. C'est agréable comme accueil. Ah oui, c'est un accueil chaleureux et ça fait plaisir forcément. 1360 mètres carrés de luxe répartis sur 5 niveaux. Une salle de sport tout équipée, un spa et souci du détail oblige, des massages 100% thaïlandais. Sur le pont supérieur, une piscine chauffée de 12 mètres de long, la plus grande du Nil. Et un restaurant pour profiter de la vue sur le fleuve du matin jusqu'au soir. Il y a même une cave digne des plus grands restaurants. Voilà une bouteille de Chambertin. Ce bateau est le nec plus ultra de la croisière sur le Nil. À bord, 25 cabines, au maximum 45 passagers que la direction nous a interdit de filmer. D'ailleurs, pour ne pas troubler la quiétude des voyageurs, les enfants de moins de 12 ans sont interdits à bord. Le manager, Ankush Mahajan, fait visiter à Mark la vitrine du bateau. Voilà la suite de luxe. Lit extra large, petit salon avec écran plat. C'est fait pour dormir. Un espace de 50 mètres carrés. En prime, une terrasse privée avec jacuzzi. Dans la salle de bain, une baignoire avec vue imprenable sur le Nil. Et pour avoir un peu plus d'intimité, vous pouvez baisser le store quand vous le souhaitez. Les clients qui viennent à bord ont déjà tout vu, ils ont beaucoup voyagé, ils veulent le meilleur. C'est pour ça qu'on offre tous ces services. En haute saison, la suite est facturée 28 000 € la semaine pour 2 personnes en pension complète.
La chambre simple est à 7 700 € par personne. À ce prix-là, Marc n'a détecté aucune fausse note. C'est vraiment l'exception dans le luxe, effectivement. Donc c'est au-dessus du reste qui est déjà très luxueux. C'est très cher, évidemment, mais il faut y mettre le prix, comme on dit, sur ce bateau-là. On n'est pas embrigadé comme sur des bateaux avec un tourisme de masse où on vous dicte chaque heure de ce que vous devez faire, etc. Suivez vos valises pour le bagagiste, s'il vous plaît. Ça, c'est pas notre bateau, hein, apparemment. Changement de décor avec la croisière à 339 € que Marc a choisi de tester. Sur l'embarcadère, des dizaines de navires parqués les uns à côté des autres. Première épreuve pour Marc, repérer le sien. C'est pas notre bateau, on va traverser celui-ci. Pour le rejoindre, il va devoir traverser un premier bateau. Oui, ah c'est là, c'est notre bateau. Le séjour est censé être tout compris. Pourtant, à peine arrivé, le guide convoque les touristes pour passer à la caisse. Pour le visa, il faut payer le visa et au prix fort. Alors c'est 48 €, c'est ça? Oui. Mais pourquoi l'aéroport, c'est moins cher à l'aéroport, non, le visa? À l'aéroport, en effet, le prix du visa était affiché à 15 $. C'est pas 15 € Non, c'est 15 € pour le visa, juste le visa. Ah. Le service et l'assistance et... L'agence s'est donc mis plus d'une trentaine d'euros dans la poche pour avoir simplement collé un visa dans le passeport de Marc. Voilà, là je vous dois 6 €. Suivez, monsieur, cherchez vos valises. Oui. La bonne surprise, c'est que Marc a été surclassé. Au lieu de voyager sur un 4 étoiles, comme c'était prévu, il est logé sur un bateau 5 étoiles. Ah, nice room. Mais pourtant, en arrivant dans sa cabine, le spécialiste de l'hôtellerie fait grise mine. Ouh là là, le voilage gris, sale. Là, il y a des traces de pluie, de chaussures, de tout ce qu'on veut. Ah, ça, c'est pas très propre. Et les draps sont plutôt d'un blanc grisâtre. Et il y a des taches à l'envers du dessus de lit. Voilà, c'est le papier peint qui s'est décollé. Il y a eu sans doute un dégât des eaux. Et on voit que ça a dû couler tout le long. Et c'est jusqu'au sol, hein, dans l'angle. La prise sort du mur et on voit les fils électriques. Là, produit d'accueil. Produit d'accueil, là, je constate qu'il y a un savon déjà ouvert. Des détails gênants pour un bateau soi-disant de standing. On est loin du 5 étoiles et le surclassement nous fait penser que si on n'avait pas été, ça aurait été peut-être pire. Après la chambre, direction le restaurant. Allez-y, monsieur. Bonjour. Il est situé au sous-sol du bateau. Marc doit évaluer la qualité de la nourriture, mais aussi le décor. C'est très oppressant. Entre la chaleur, ça donne cette impression-là. Une cave avec de la lumière naturelle et on ne peut pas du tout voir l'extérieur. Ça fait très cantine, hein. Ici, buffet à volonté et self-service. Mais il y a quelques suppléments. Les boissons ne sont pas comprises dans le prix du séjour. De l'eau, c'est un Yes, thank you. 8.15. 8.15. Thank you. Bon appétit. Thank you. 1 € la bouteille d'eau et jusqu'à 6 € pour un cocktail. Après dîner, Marc demande à visiter les cuisines pour inspecter les conditions d'hygiène. Le sol est tellement gras qu'il en est même glissant. This is a pastry? Pastry? Yes, it's pastry. Ah, yes. Hello. Hello. Ah, very nice. Très vite, le manager est mis au courant de notre présence. Ah, yes. Désolé, c'est seulement pour le personnel ici. Ah, yes. Poli, mais ferme, il nous demande immédiatement de quitter les lieux. Je suis désolé. Doesn't matter. Mais ici, c'est seulement pour ceux qui travaillent. Le sol est immonde.
et glissant et très très sale. Un service vétérinaire en France verrait ça dans un restaurant, il ferait fermer le restaurant probablement en attendant qu'il fasse faire des travaux de mise aux normes. Mais Marc n'est pas au bout de ses surprises. Au petit matin, grosse déconvenue. Le soleil rayonne, des felouks naviguent déjà sur le Nil, mais pour Marc, la vue est complètement bouchée. Au lieu du Nil, c'est son reflet qu'il contemple dans les vitres d'un autre bateau. On est pris en sandwich entre deux bateaux amarrés. Et là, on aperçoit une dame juste à côté qui fume sa cigarette. C'est déprimant de se lever sans lumière du jour, c'est vraiment déprimant. En espérant que ça ne se voit pas comme ça tous les jours. Pour profiter du soleil et de la vue, Marc doit grimper sur le pont supérieur. Il découvre alors une petite piscine et un jacuzzi aux eaux troubles et revigorantes. Ah, l'eau est glacée là. Un jacuzzi avec de l'eau glacée. La plupart de ces bateaux qui proposent des croisières à moins de 400 € ont mal vieilli. Cela cause quelques désagréments aux passagers, mais surtout de gros problèmes de pollution. En 10 ans, le Nil est devenu une autoroute. 350 bateaux y naviguent chaque semaine et leurs moteurs tournent 24 heures sur 24. Eau usée, déchets, dégazage sauvage, à certains endroits le fleuve ressemble à un dépotoir. Une réalité sur laquelle les autorités n'aiment pas trop s'étendre, mais qu'une femme a décidé de dénoncer. À 60 km de Luxor, le port d'Esna. C'est là que Sarah a amarré son voilier. Ce matin, cette Française mariée à un Égyptien loue son bateau à une famille de Parisiens qui va voyager pendant 7 jours à son rythme. Le prix, 750 € par personne en pension complète, avion non compris. Bah écoutez, en tout cas, bienvenue et je vous souhaite une super croisière. Avant de partir, dernière consigne aux voyageurs. Ce que je vous demanderais, c'est on ne jette rien par-dessus bord. Hein. Même un mégot de cigarette, même notre personnel est... Non, ils le savent, on ne jette rien par-dessus bord. Sarah n'est pas seulement une femme d'affaires, propriétaire de 8 voiliers sur le Nil. Sa croisade, c'est d'abord la lutte contre la pollution du fleuve. Je suis en train de regarder cette trace que l'on voit vraiment clairement. Il y a une trace de couleur différente et qui, comme par hasard, correspond au bateau avec l'arrière tout noir qui pollue. Moi, je pense que c'est peut-être du carburant. Là, on profite pour dégazer comme ça au milieu du Nil, ça arrive. Le lendemain, Sarah part traquer déchets et détritus laissés par les bateaux afin d'alerter les autorités locales. Arrivée sur l'île d'Erdiab, un lieu très fréquenté des touristes. Et là, surprise, elle découvre que l'endroit ressemble à une décharge. C'est vraiment désespérant, ça a pleuré. Partout sur le sable, des sacs en plastique, des déchets alimentaires. Là, on trouve des canettes en aluminium. Donc ça, si c'est pas jeté ou recyclé, ça va rester là 100 ans. Et ça, on voit bien que ce sont des touristes, hein, ce ne sont pas des Égyptiens. Voilà, on a les gens qui viennent faire des pique-niques ici. Cette fois, les coupables ne sont pas les gros bateaux de croisière, mais les felouks qui promènent les touristes et en profitent pour vider discrètement leurs poubelles. Il y a beaucoup de feloukiers, surtout les felouks qui viennent d'Assouan, qui viennent en fait passer la journée. Ils emmènent 15-20 clients par felouk passer une journée. Donc il faut que ce soit la rentabilité pas possible. Et puis ils ne font pas attention à l'environnement, c'est pas leur problème l'environnement. Les paysans qui habitent sur l'île commencent eux aussi à saturer des touristes. Les touristes ne nous respectent pas. Ça m'arrive d'en voir dans le champ complètement saoul. Le matin, quand j'arrive, je trouve des déchets, des saletés. Des gens ont même fait leurs besoins dans ma cahute. Je trouve aussi des ordures dans le champ de pastèques. À ce rythme-là, cette île, d'ici 6 mois, 1 an, on ne pourra plus y mettre les pieds.
Le tourisme de masse a beau avoir des conséquences désastreuses, le secteur fait vivre une grande partie de la population. À Luxor, où le bateau de Marc est amarré, un habitant sur 3 vit du tourisme, parfois dans des conditions difficiles. Ici, c'est réservé au personnel. On va dans la salle des machines, suivez-moi. Karim, un des employés, a accepté de faire découvrir à Marc les entrailles du ferry. À bord, 100 personnes y travaillent jour et nuit. Ils travaillent par roulement de 8 heures. Et ils n'ont pas de casque? Non, ils ont des casques, mais ils ne les mettent pas, ils n'aiment pas ça. La sécurité des employés n'est pas la priorité, l'hygiène non plus. Ça, c'est la nourriture pour le personnel. On laisse tout ça à l'extérieur pour que ça reste bien frais. Quant aux cabines du personnel, elles sont souvent spartiates. Ici, 9 lits superposés dans 10 mètres carrés et une salle de bain vétuste. En tant que réceptionniste, Karim travaille parfois jusqu'à 20 heures par jour, 45 jours d'affilée. Il gagne 100 € par mois, le salaire moyen en Égypte. Mais à bord, tous les employés ne sont pas logés à la même enseigne. Les guides sont les plus riches ici. Certains se comportent même comme des renards qui protègent leur proie. On ne peut pas approcher leur groupe de touristes. Les guides en Égypte sont ceux qui tirent le meilleur parti des touristes. Pendant la croisière, celui de Marc ne va pas lâcher le groupe d'une semelle. Ce matin, visite des temples de Karnak, le site le plus grandiose de l'Égypte pharaonique. Là, on va pas pouvoir tout voir ce matin. C'est très grand quand même. Là, vous allez voir, presque 90%. 90% on va voir, d'accord. Le site est immense. 100 hectares de merveilles. Les statues de Ramsès II. La salle hypostyle, avec ses colonnes de 23 mètres de haut et leurs hiéroglyphes. Enfin, le plus connu, les obélisques. C'est le seul endroit où on peut prendre une photo de l'obélisque entre les colonnes de la salle hypostyle. Voilà. On continue par là. Malgré la taille du site, la visite se fait au pas de charge. Et c'est le guide qui imprime le tempo. Asseyez-vous 2 minutes. Voilà. Je voulais faire une photo. Je vous laisse 1 minute. Il chronomètre la visite et les séances photos. Et surtout, il déconseille fortement aux touristes d'acheter des souvenirs aux vendeurs ambulants. Et pour cause, le guide de Marc, comme tous les autres, a son propre business. Sitôt revenu sur le bateau, il convoque les touristes pour leur proposer le même genre de bijoux que l'on trouve à la sortie des temples. 25, c'est 25 €. 24. C'est 25 avec le collier. Sur chaque vente, il touche une commission. C'est ce qu'il nous confiera quelques heures plus tard, sans savoir qu'il est filmé. Ces bijoux, ici par exemple, il y a 10%. 10% c'est pour le guide, parce que c'est le guide qui vente. Peut-être cette semaine, peut-être, bon, 1000 livres, 2000 livres. Soit 250 €. Une belle somme, car le guide est aussi de mèche avec les patrons de certaines boutiques où il promène son groupe de touristes. Fabrique de papyrus, d'albâtre ou de statuettes. Alors quelle est la méthode pour que les touristes ne se doutent de rien? Comment perçoit-il sa commission? Pour le comprendre, nous avons demandé à un guide chauffeur de taxi de nous faire visiter la ville. Aussitôt, il nous arrête devant un magasin de papyrus. Ici, les prix ne sont pas négociables. Nous choisissons 3 articles sous l'œil intéressé de notre guide. 270. 270 livres, soit 34 €. Merci. Quand nous sortons avec le chauffeur, le commerçant nous suit et lui remet discrètement la commission. 135 livres, soit 17 €. De retour dans la voiture, se sentant en confiance, le guide avoue la magouille à notre traducteur.
Il m'a donné 50%. Il t'a donné 50%? Oui. C'est notre système. C'est illicite à 100%, mais on s'est habitué à le faire. J'espère que Dieu me pardonnera. J'ai un ami guide qui, en moins de 2 ans de travail, s'est acheté une belle voiture. Il a construit une villa et a ouvert un compte en banque. Tout cela grâce aux commissions. De petites arnaques pour améliorer le quotidien. En Égypte, la moitié de la population vit avec moins d'1,50 € par jour. Et les adultes ne sont d'ailleurs pas les seuls à devoir se débrouiller pour survivre. Aux portes du Caire se dresse l'une des 7 merveilles du monde, la pyramide de Khéops. Chaque année, elle attire près de 3 millions de visiteurs, mais aussi des centaines de petits Égyptiens. Nadia a 12 ans. Il y a 3 ans, elle a quitté l'école pour travailler et aider sa famille. Tous les après-midi, elle vient refaire son stock de cartes postales dans ce petit commerce derrière les pyramides. En Égypte, le travail des enfants est officiellement interdit. Pour ne pas attirer l'attention sur elle, nous la filmons en caméra cachée. Je veux 4 paquets, s'il vous plaît. Nadia achète les cartes postales 12 centimes d'euros les 10. Elle les revendra 6 fois plus cher aux touristes. Officiellement, les vendeurs à la sauvette sont interdits sur le site des pyramides. Mais Nadia a ses entrées. Elle emprunte souvent cette porte de service. Les policiers en contrôlent l'accès, mais Nadia sait comment les amadouer. Je peux passer? Ok, vas-y. Grâce à un bakchich de 15 centimes d'euros donné à un policier, elle passe. Quelques minutes plus tard, nous la retrouvons sur son lieu de travail, à proximité du Sphinx de Gizeh. Comme une trentaine d'autres enfants, elle y passe 5 heures par jour, le plus souvent sous un soleil de plomb. Ce jour-là, il fait 48 degrés. Difficile d'accrocher des clients, parfois agressifs. Non merci, va-t'en maintenant. Aujourd'hui, Nadia a de la chance. Un touriste lui glisse un pourboire en plus du prix des cartes postales. Tu vois, il m'a donné 5 livres de plus sans que la guide s'en aperçoive. Oh, ça c'est un bon client, c'est quelqu'un de bien. Mais entre petits vendeurs, c'est parfois la guerre. Un garçon plutôt agressif tente de voler à Nadia ses clients. Ibrahim, tu te casses d'ici, tu ne vois pas que je suis là avec ce groupe? Va-t'en. Va-t'en. Pourquoi je dois partir? Ils ont déjà acheté. Casse-toi. Une guide intervient. Qu'est-ce que tu fais? Viens avec moi, toi, maintenant. Lâche-moi, toi. Hé, tu me parles sur un autre ton, là? T'es fou ou quoi? Tu te prends pour qui? Vous voulez que je l'amène à la police? Oui, tu livres à la police. La police, c'est la hantise de Nadia. Le travail des enfants est interdit, mais ils sont tolérés sur le site. Pourtant, ils peuvent être embarqués à la première plainte d'un touriste ou d'un guide. Quand on voit les policiers, on prend la fuite, car quand ils nous attrapent, ils nous embarquent. Et puis après, on est envoyé au poste de police, on peut passer toute la nuit là-bas. Quand il y a beaucoup de policiers, j'ai peur. Nadia a ainsi déjà passé une nuit au poste. Depuis, elle reste sur ses gardes, d'autant que l'endroit est truffé de policiers. Ils sont plus d'une centaine, en civil ou en uniforme, postés dans des guérites ou des voitures, et même à dromadaire. Le colonel Agrama est chargé de la sécurité du site. Son but, rassurer les touristes.
Vous voyez, on est là pour protéger les touristes. Si un touriste a perdu quelque chose ou s'il y a un différend avec un vendeur, on intervient tout de suite pour régler le problème. Et c'est quoi les problèmes? Le colonel refuse de s'étendre sur des sujets qui pourraient ternir l'image de l'Égypte. On va pas rentrer dans ce sujet-là. Oui, surtout on ne rentre pas dans les détails des vendeurs, des arnaques. Oui, il faut juste qu'ils aient une idée de l'endroit, pas plus. On ne parle que de la sécurité. Mais qu'est-ce qu'il y a comme problème ici alors? Non, il n'y a pas de problème. Pourtant, si aux abords des pyramides, les policiers regardent sous les voitures, utilisent des chiens renifleurs ou encore font systématiquement passer les touristes sous des portiques, ce n'est pas pour lutter contre le vol ou les arnaques. Ces mesures de sécurité draconiennes sont d'abord là pour éradiquer le fléau numéro 1 en Égypte, le terrorisme. Le pays est régulièrement la cible d'attentats sanglants. 72 morts à Luxor en 97. En 2004 et 2006, ce sont les stations balnéaires de la mer Rouge qui sont touchées. Bilan, plus de 120 tués, en majorité des touristes. Dernier attentat en date, celui du souk du Caire en février 2009. Cécile, une jeune Française de 16 ans, est tuée sur le coup. La bombe artisanale, remplie de métal et de clous, était placée sous un banc. Oui, c'était ici, sur cette place. Oui, sous ce banc. Ça s'est passé ici. Et que s'est-il passé? Eh bien, des hommes ont amené une bombe et ça a explosé. Et c'était impossible d'éviter cela? Non, c'était impossible de l'éviter. On fait de notre mieux pour la sécurité de tout le monde. Mais malheureusement, on ne peut pas tout contrôler. Cibler les touristes, c'est déstabiliser l'économie du pays. Après l'attentat de février 2009, la fréquentation touristique a baissé de 30 à 50% pendant quelques mois. Du coup, aujourd'hui, dans le souk, il y a presque plus de policiers que de visiteurs. Ce jour-là, Marité et Anne, les deux Françaises qui visitent seules le Caire, sont donc assez vite repérées par les vendeurs. 5 €. Ah non, tu dis d'accord, t'as dit... tu le prends, toi. Madame. On est pour la suite des événements. Ah non, lui, il commence à devenir pelant. Hein. Là, ça, c'est un peu pénible. Ah, mais c'est le début seulement, tu vas voir. Oh non, ça y est, je suis rhabillée toute neuve. No, thank you. How much? No. Ciao. Fatiguées par le harcèlement, Marité et Anne décident de rentrer à l'hôtel. Cette fois, elles décident de s'adresser à un policier pour connaître le prix du taxi. Vous savez combien ça va coûter le taxi? Mais en réalité, le policier et le chauffeur vont s'entendre sur leur dos. 25 livres, soit 3 €. Marité et Anne pensent avoir fait une bonne affaire. Ce qu'elles n'ont pas vu, c'est qu'avant de démarrer, le chauffeur a discrètement donné un bakchiche au policier. C'était combien le bakchiche? 10 livres. Je lui ai donné pour que vous montiez avec moi. Sinon, il ne m'aurait pas laissé vous prendre. 10 livres, soit presque la moitié du prix du trajet. Marité et Anne sont dépitées, elles se sont encore fait avoir. Bêtement, je dis, tiens, si le flic le demande, ça va être le bon prix, tu sais, tu te fais vachement confiance. Je comprends. Hein? Tu te rends compte le culot du flic? C'est incroyable, non? Que la police soit corrompue. Ah oui, bah, elle est corrompue, ça, oui, à ce point-là, là, je pensais pas juste pour attraper un taxi. En Égypte, la corruption est un système organisé. Selon un rapport d'Amnesty International, il y aurait dans le pays 68 000 pots de vin versés tous les ans, soit un bakchiche toutes les 7 minutes. Même Nadia, la petite vendeuse de cartes postales, est obligée d'y recourir si elle veut faire vivre sa famille. C'est ici, dans le quartier populaire de Gizeh, qu'elle vit avec son frère, sa mère et ses 4 sœurs. Elle habite dans cet immeuble, au dernier étage. À peine arrivée,
Le premier geste de Nadia, c'est de donner l'argent gagné à sa mère. Tiens, maman. Merci, ma fille. Et tu as gagné combien aujourd'hui? J'ai gagné 100 livres. 100 livres? C'est bien, ma fille. Tu veux me donner quelque chose? Tu vas me donner quelque chose? Bien sûr, ce que tu veux, ma chérie. Et dis-moi, il y avait des touristes aujourd'hui? Non, il n'y en avait pas tant que ça, mais bon, j'ai eu des pourboires. Et la police t'a embêté? Non, personne ne m'a dérangé. C'était une journée tranquille. Personne ne t'a embêté, vraiment? Tant mieux, Dieu merci. Le père de Nadia est mort il y a 5 ans. Sa mère travaille comme femme de ménage. Elle gagne 50 € par mois. Le salaire de sa fille lui permet de vivre un peu mieux. Si son père était vivant, je préférerais l'envoyer à l'école comme les autres enfants de son âge. Comme ça, elle serait instruite. Mais comme son père n'est plus là, alors elle doit travailler pour m'aider. La famille vit dans cette unique pièce, sans lit ni eau courante. La mère de Nadia paye 20 € de loyer pour ce logement sans chauffage, soit presque la moitié de son salaire. C'est là où on joue avec tous mes copains. Là, c'est chez notre voisin. Là, c'est la lessive. Là, c'est la salle de bain et les toilettes. Là, il y a les pyramides et c'est pas loin de mon travail, c'est bien. Si Nadia accepte son sort, elle rêve quand même de retourner à l'école pour étudier et devenir plus tard guide touristique. Le travail de guide, ça rapporte bien. Grâce à ça, je pourrais avoir une grande maison pour que toute ma famille puisse vivre ensemble. Comme Nadia, il y aurait en Égypte environ 2 700 000 enfants qui travaillent pour survivre ou aider leur famille, selon l'UNICEF. Ils lavent des voitures, vendent des mouchoirs aux touristes ou aux passants. Certains mendient. La pauvreté, la maltraitance ou le décès d'un parent les ont privés d'un toit. Des enfants livrés au danger de la rue, abus sexuels, drogue, arrestations. Un phénomène contre lequel se bat Flavia. Il y a 7 ans, cette mère de famille belge a quitté sa vie confortable pour aider les enfants des rues. Au Caire, soutenue par le gouvernement égyptien, elle a déjà fondé 3 orphelinats et un centre d'hébergement. Il est là. Plusieurs fois par semaine, elle part en maraude en plein centre-ville avec son équipe pour convaincre les enfants de venir dans son centre. Pour communiquer plus facilement avec eux, Flavia invente un jeu. Chacun se présente et dit ce qu'il aime le plus. Je m'appelle Flavia et je vous aime tous. Je m'appelle Karim et j'aime l'Égypte. Je m'appelle Mohamed et j'adore les touristes. Et pourquoi tu aimes les touristes? Parce que ça rapporte de l'argent. Le thème de la discussion ce soir, les cigarettes et la drogue. Ils ont entre 6 et 12 ans et ils ont déjà touché au hashish. Moi, depuis que je suis tout petit, je roule moi-même mes cigarettes et mes joints. Comme ça. Je prends une feuille de papier, je la roule et je fume. Qui a du feu? Et toi, Ahmed, tu prends du hashish? Des fois, avec un copain plus âgé, je fume des bouffées de hashish. Mais évidemment, en contrepartie, je lui rends des petits services. Vous savez, les enfants, les cigarettes, la drogue, tout ça, ça crée la dépendance. Il ne faut pas s'habituer à fumer tout le temps. Avant de partir, Flavia et son équipe distribuent du lait pour que les enfants puissent reprendre des forces. Elle espère qu'ils seront au centre demain. Ils connaissent tous l'adresse, mais rien ne dit qu'ils en franchiront la porte.
C'est une règle, on n'amène jamais des enfants de force, les enfants doivent venir de leur propre gré. Salam. Salam. Ok. Ok, bye bye. C'est sur ce terrain vague, au milieu de la ville, que les enfants passeront la nuit. Tard dans la soirée, Flavia poursuit sa tournée. Elle part à la rencontre d'adolescents qui vivent dans la rue depuis des années. Pour les trouver, il faut aller aux portes de la ville, sur un terrain vague isolé. L'accueil n'est pas très chaleureux, le groupe de jeunes ne semble pas ravi d'être dérangé. C'est là qu'ils dorment? Non, non, on dort pas toujours ici. Hassan, le chef de la bande, a 15 ans et demi. Il a été chassé de chez lui par son père. Comme beaucoup d'enfants des rues par désespoir, il se mutile. Qu'est-ce qui t'est arrivé là? C'est des blessures. C'est moi qui les ai faites. J'ai 25 blessures. J'en ai même sur la tête. C'était avec un couteau. Et moi, regarde ma jambe. Et toi, Ahmed, pourquoi tu t'es fait ça? Il est désespéré. Oui. Et avec quoi il se mutile comme ça? Ah, des lames de rasoir? Et il en a avec lui? Je peux les voir? Dans la bouche? Oh mon Dieu! On fait notre business avec ça. On déchire des sacs de semoule, des cartons de cigarettes, des trucs comme ça. Ces adolescents disent devoir voler pour survivre. Hassan, lui, a déjà passé 2 mois en centre de détention. Ce soir-là, il est difficilement contrôlable, sans doute sous l'effet d'une drogue. Il est complètement drogué. Allez, viens, viens là. Là, ce n'est pas du hashish, mais un somnifère qui produit des effets anesthésiants et hypnotiques. C'est quoi? C'est ça qu'il prend? Mais pourquoi tu prends cette drogue, Hassan? Ben, j'ai beaucoup de problèmes. Ma mère est partie, mon père ne veut plus que je reste avec lui et mes frères non plus. Je suis obligé de voler. Alors, je prends ça pour oublier. Mais je ne suis pas seul, je suis avec mes copains. Après 2 heures de discussion, un des jeunes demande à parler à Flavia. Il lui avoue en avoir assez de cette vie d'errance. Dis-lui qu'il peut venir au centre quand il veut. Et s'il arrête vraiment la drogue, il pourra même rester plus longtemps et dormir là-bas. Donc voilà, donc ils ont envie de s'en sortir. Ils ont vraiment envie de s'en sortir. Les ados ont l'air convaincus par Flavia. Elle espère vraiment les voir le lendemain dans son centre des enfants des rues. Quelques heures plus tard, à l'ouverture, une trentaine de jeunes arrivent au centre. Mais le groupe d'adolescents de la veille n'est pas là. Salam alaikum. Ping-pong, baby-foot, il y a des activités ludiques, mais surtout ici les jeunes peuvent apprendre à lire, suivre des cours d'informatique, de peinture ou de couture. Le but à terme, les réintégrer à l'école et pour les plus grands, leur faire suivre une formation afin qu'ils trouvent un métier. En fin de matinée, Flavia croise enfin Ahmed, un des jeunes ados rencontrés la veille sur le terrain vague. Comment est-ce qu'il va depuis qu'on l'a vu Ça va, ça va. Et tu as dormi où cette nuit? Dehors, sous une couverture, avec tous les autres. Et qu'est-ce que tu aimes comme activité ici? J'aime le sport et les travaux manuels. Quelques minutes plus tard, c'est au tour d'Hassan, le chef de la bande, de faire son apparition.
Lui aussi a dormi la veille sur le terrain vague. C'est mieux que la rue? Oui, oui. Oui, pourquoi? Bah, ici c'est mieux. Au moins on ne fait pas de bêtises comme à l'extérieur. On a moins de tentations. Ici, on s'amuse bien. L'objectif de Flavia, maintenir le lien avec ces jeunes pour qu'ils prennent l'habitude de venir ici. Depuis son ouverture il y a 1 an, 900 enfants sont déjà passés dans ce centre. Au Caire, il y a un autre endroit que les touristes ne voient jamais. Un lieu incroyable à l'est de la ville sur la colline de Mokattam. Un quartier que les visiteurs traversent rapidement, comme ce groupe de Coréens masqués. Et pourquoi vous portez ça? À cause de l'odeur. À cause de l'odeur. Ça sent mauvais. Une odeur pestilentielle qui prend à la gorge. Car à côté du monastère que ces touristes veulent visiter, s'étend le quartier des chiffonniers du Caire, les éboueurs de la ville. Ceux avec qui sœur Emmanuelle, la petite sœur des pauvres, a vécu pendant 22 ans. Sahaba est mère de 7 enfants. Son métier, trier les poubelles toute la journée. Aujourd'hui, au pied de son immeuble, des dizaines de kilos de déchets l'attendent. Avec sa fille de 25 ans qui l'assiste dans ce travail fastidieux, elle sépare le plastique des déchets organiques et du verre. C'est très dur comme travail. Regarde mes mains comme elles sont abîmées. Tout est pourri ici, c'est sale. Il y a des produits dangereux, mais bon, on n'a pas le choix. Ce qui est dur, c'est quand on trouve des bêtes mortes, des seringues ou des déchets médicaux. Il y a plein de gens du quartier qui sont décédés. Ils ont attrapé des virus ou des microbes. Oh là, regardez, je me suis blessée. À cause du verre, là, dedans. Oh, maintenant, je vais avoir plein de maladies, c'est sûr. Pourquoi vous mettez pas de gants? Et si je mets des gants, je ne me sens pas à l'aise pour trier. Sahaba n'a encore jamais eu d'accident grave. Mais dans ce quartier, les maladies sont fréquentes. Hépatite A ou infection. En moyenne, l'espérance de vie est de 50 ans. Sahaba, comme la plupart des hommes et des femmes qui exercent le même métier qu'elle, appartient à une communauté bien particulière, les Coptes. Dans ce pays à majorité musulmane, le dimanche, les chiffonniers, eux, se rendent à la messe. Car ils sont chrétiens comme 8% de la population égyptienne. Ils appartiennent à l'église orthodoxe. Ce jour-là, c'est jour de baptême. Une minorité parfois victime de persécutions. Il y a quelques semaines, 6 Coptes ont été fusillés à la sortie d'une église par des musulmans radicaux. Cette communauté s'est installée au Caire il y a près de 50 ans, fuyant la misère des campagnes. À l'origine, ils ramassaient des déchets organiques pour nourrir leurs bêtes. Puis, au fil des années, ils ont développé une véritable industrie du recyclage. Papier, plastique, ferraille, 80% des ordures sont recyclées puis vendues ensuite à des entreprises pour être transformées en cintres, bassines ou autres objets de la vie courante. Le système est très organisé, les femmes trient pendant la journée et la nuit, les hommes ramassent les déchets. Comme son père et son grand-père, Bouchra n'a jamais été à l'école. Il sillonne les rues de la capitale toutes les nuits pour ramasser les ordures. Je travaille la nuit à cause de la circulation et aussi pour éviter de donner des bakshish aux policiers. Parfois, dans la journée, je dois payer 12 € aller-retour pour avoir la paix. Alors je préfère travailler la nuit.
Les chiffonniers ramassent 8000 tonnes de déchets par jour, plus de la moitié des ordures du Caire. Certains font du porte-à-porte chez les habitants. Bouchra, lui, ramasse directement dans les bennes. Je suis obligé de travailler, mais je n'aime pas ce métier. J'aime pas les poubelles. Malheureusement, c'est le seul métier que je sache faire et je dois nourrir ma famille. Quand le camion est plein, avec son collègue, il retourne au quartier des chiffonniers pour décharger ce qu'ils ont amassé. Il y a du plastique, du carton, une bouteille d'eau minérale, des gobelets, du verre. Pour ce travail qui lui prend 10 heures par jour, Bouchra gagne 100 € par mois. Un salaire modeste, un travail harassant, pourtant les chiffonniers ne vivent pas dans le dénuement. Dans la maison de Sahaba, il y a les ordures au rez-de-chaussée, mais plus haut, on découvre un appartement très soigné. Elle vit dans un 3 pièces, avec ses 7 enfants et son mari. Ici, c'est l'appartement. Là, c'est la chambre à coucher. C'est toujours comme ça chez nous. Notre appartement est propre. On ne peut pas vivre dans la saleté. Ce qui se passe en bas, c'est une chose. Et en haut, c'est autre chose. Ici, c'est pour dormir et se reposer. Sahaba possède tout l'immeuble. C'est là qu'habite ma fille. Au 2e étage, sa fille aînée et son petit-fils. Au 3e, la réserve des fromages qu'elle fabrique sur place. Au 4e étage, ce sont les chèvres. Si Sahaba a pu construire et meubler cet immeuble, c'est grâce aux déchets, mais pas seulement. Car comme les autres Coptes, il y a encore quelques mois, elle complétait ses revenus par l'élevage de porcs. « 60 000 bêtes vivaient ici, dans les cours d'immeubles, nourries par les ordures. Mais à cause de l'épidémie de grippe porcine H1N1, les autorités ont pris la décision d'abattre tous les porcs des chiffonniers. Les habitants crient à la persécution des musulmans contre les chrétiens. Depuis 15 ans, ils essaient de tuer les cochons. Cette fois-ci, ils ont réussi. Pourtant, les bêtes n'avaient aucune maladie. Ils n'avaient pas le droit de les tuer. Une décision brutale qui a déclenché des émeutes. Les policiers ont été accueillis par des jets de pierre lancés des toits. Au total, dans le pays, 250 000 porcs ont été abattus. Pour Sahaba, comme pour les habitants du quartier, c'est une tragédie. Les conséquences financières sont catastrophiques. Elle a perdu un tiers de ses revenus. Il y avait plein de porcs avant. Maintenant, il n'y a plus rien. C'est désert. C'est une grande catastrophe. C'était notre fortune. On mariait nos filles avec l'argent récolté. Car pour loger les mariés et organiser les noces, il faut dépenser beaucoup d'argent. Plus de 7 000 €. C'est très cher. Sahaba n'a reçu qu'une faible compensation. 7 € par bête, au lieu des 35 que le gouvernement avait promis. Cette Égypte-là, Marité et Anne, les 2 touristes françaises, ne l'apercevront même pas. Durant leur voyage, elles ne quitteront pas le circuit que leur agence de voyage leur avait organisé. Elles ne verront du pays que la carte postale. Pour moi, c'est ça l'Égypte. C'est l'île, c'est les palmiers, c'est les canaux, c'est le Nil. En 2008, le tourisme a rapporté 9 milliards d'euros à l'Égypte, l'une des premières sources de revenus du pays. Dans les 10 prochaines années, l'Égypte espère doubler le nombre de ses visiteurs.